Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Ok, ça a l'air d'être bon. Ok, donc du coup, on va reprendre. Ouais, on va commencer par quelques rappels. Donc, je vais rappeler la loi de Newton et le principe fondamental de la dynamique. Je vais rappeler l'exemple qu'on avait fait, mais très très rapidement. Puis ensuite, on va passer à un autre exemple assez facile qui correspond à trouver la trajectoire d'un objet qui a été lancé. Et ensuite, on va enfin sortir un petit peu des cours de niveau terminal en passant à des notions un petit peu plus complexes. Et donc pour ça, on va devoir refaire une parenthèse de mathématiques sur les équations différentielles. Donc ça va être extrêmement simple, enfin ça va être très rapide et je vais pas trop m'apesantir là-dessus. L'objectif sera juste d'être capable de, si je vous donne une fonction, de me dire si oui ou non elle est solution de l'équation. Donc ça va pas être trop difficile. Et ensuite, on va pouvoir faire deux autres exemples qui sont beaucoup plus intéressants. Donc qui sont la chute libre avec frottement. Je ne vais pas non plus passer beaucoup de temps dessus, mais vraiment ensuite on va passer à l'oscillateur harmonique. Et l'oscillateur harmonique, ben, c'est un peu la base de la physique. Donc voilà, ça va être assez important à ce niveau-là. Alors, pas moyen que je déplace ça. Go to meeting, voilà. Ok, donc alors, première chose, super, c'est pas compliqué. Première chose, quelques rappels de la dernière fois. Alors, donc la dernière fois, là, on avait fait une approche un petit peu intuitive de la première loi de la seconde loi de Newton, donc du principe fondamental de la dynamique. Et donc l'idée était en soi assez simple, c'est si je prends un référentiel, x, y, z comme ça, avec un objet, ici, hop, qui a une certaine masse, eh bien, je vais dire que la masse, alors, je ne vais pas l'écrire comme ça, je vais l'écrire différemment, je vais dire que la dérivée de son impulsion selon la direction x par rapport au temps est égale à la force que subit cet objet qui le fait bouger dans la direction x. Et il va aller de même pour tous les autres côtés, comme ça. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était la loi vraiment fondamentale qui nous dit tout simplement que lorsqu'on fait bouger un objet, eh bien l'objet se met en mouvement. Lorsqu'on applique une force à un objet, l'objet se met en mouvement. Maintenant, dans le cas où on a une masse constante, alors, je vais faire quelque chose parce que là ça va pas du tout. Masquer automatiquement la barre des tâches, voilà, sinon j'arrête pas de changer de fenêtre et c'est pas ce que j'ai envie. Voilà. Et donc si la masse de l'objet est constante, ce qui est le cas dans tous les, tous les exemples qu'on va discuter, et bien dans ce cas, on en retrouve vraiment la forme qu'on a tendance à écrire du principe fondamental de la dynamique, qui est que la masse fois l'accélération selon x, c'est la force selon x, la masse fois l'accélération selon y, c'est la force selon y, et la masse fois l'accélération selon z, c'est la force selon z. Voilà, donc ça c'est vraiment le fondamental. Hop, alors, maintenant on avait fait un premier exemple, donc toujours dans les rappels. Donc l'exemple qu'on avait vu, c'était la chute libre.
voilà. Donc l'idée était pas trop difficile. On prenait donc un mouvement dans une seule direction qu'on appelait Z parce que ça correspond à la hauteur et du coup on a tendance à appeler la hauteur Z d'un objet du coup que l'on lâche d'une certaine hauteur H et on met le sol ici à 0. Voilà, donc là j'ai mon objet qui est une masse M et sur lequel s'applique une force qu'on appelle le poids, qu'on a tendance à noter grand P, mais je ne vais pas le noter grand P parce que ça peut porter à confusion avec l'impulsion. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est plutôt, je vais directement l'appeler moins mg, c'est-à-dire sa véritable valeur. Je ne sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, mais c'est là la véritable différence entre la masse et le poids. Dans la vie de tous les jours, on dit masse et poids de manière indifférenciée. En réalité, la masse, c'est ce qui se mesure en kilogrammes, et le poids, c'est une force en réalité. C'est-à-dire que si vous allez sur Mars, vous aurez toujours la même masse, mais vous n'aurez pas le même poids. Et pareil sur la Lune, pareil partout en fait. Et même sur Terre, il y a des légères variations de votre poids. Vous allez peser un peu moins à l'équateur qu'au pôle Nord, entre autres choses. Et donc voilà, et donc du coup, on avait assez rapidement la loi du mouvement qui nous disait que donc la masse fois l'accélération selon z était égale à moins la masse fois la constante d'accélération gravitationnelle. On simplifiait les masses, on trouvait assez rapidement la vitesse selon z, et moins gt plus une certaine vitesse au temps 0 que je vais appeler vz0, mais on était parti du principe qu'elle valait 0 et que je ne donnais pas, en fait je ne poussais pas ma masse vers le bas au début. Et ensuite, je pouvais trouver de cette manière la hauteur z de t en fonction du temps, qui était moins g t carré sur 2 plus h. Lorsque je traçais ça dans un logiciel, je ne vais pas vous ressortir le truc, je ressortirai des graphiques un peu plus intéressants après. J'obtenais quelque chose du coup comme ça. Donc ici, j'ai la hauteur en fonction du temps. Hop. Et donc je pars d'une certaine hauteur h, et en fait, on va voir que je vais avoir une trajectoire parabolique comme ça. Et mes équations actuellement ne prévoient pas que mon objet rebondisse. En l'état actuel, l'objet traverse le sol, enfin il n'y a pas de sol, et donc du coup l'objet tombe à l'infini vers le bas, tout en continuant d'accélérer, ce qui n'est pas la vraie chose. Et donc du coup, ce qu'il faudrait prendre en compte pour avoir vraiment une vitesse maximale, c'est les frottements de l'air. Et les frottements de l'air, on en reparlera un petit peu plus tard. Ah, voilà, donc ça c'était ce qu'on avait fait la dernière fois. Maintenant, on va passer du coup à quelque chose on va passer à un autre exemple, qui est l'exemple du lancer, qui est vraiment un exemple fondamental aussi. Il n'y a rien qui marche, c'est merveilleux. Hop. Donc, deuxième exemple, le lancer d'objets. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais définir un petit peu le problème que je considère. Donc, je vais prendre comme d'habitude, cette fois-ci, je vais partir du principe. Donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir un objet qu'on va lancer dans une certaine direction avec une certaine force et d'essayer d'obtenir un petit peu sa trajectoire. Donc, je vais prendre un plan X, Z. C'est assez facile de se rendre compte que, quand vous lancez un objet, l'objet va avoir une trajectoire qui va rester dans un plan. C'est-à-dire que, il va pas. Disons que ça sert à rien de me mettre en 3D. Si mon objet est lancé ici sur l'axe, ce qui serait l'axe Y, il va avoir du coup une trajectoire comme ça, et en fait, il va retomber exactement au même endroit sur l'axe Y, en absence de vent, bien entendu. C'est quelque chose qui est assez facile de se rendre compte. En fait, je choisis d'orienter mon axe X
pour que justement je puisse ne pas me soucier de ça. Et donc voilà, donc du coup je vais prendre un objet que je vais faire partir d'une certaine hauteur initiale, que je vais appeler donc, là on va être en z égale h. Donc h ça peut être 1 mètre, 2 mètres, enfin ce que vous voulez. Moi je fais vraiment les calculs dans le cas général, hein, mais en vrai il suffit de remplacer par tout ce que vous voulez, puis vous obtenez des valeurs, enfin le cas particulier qui vous intéresse. Et donc du coup on va le lancer dans une certaine direction, donc avec une certaine vitesse initiale que je vais noter par une flèche comme ça et que je vais appeler V0. Et pour un petit peu de... Et je l'ai dit que je le lançais dans une certaine direction, et donc du coup ici je vais décrire un angle que je vais appeler alpha. Et donc mon objectif ça va être de trouver... le problème sera de donc trouver la hauteur de l'objet en fonction du temps et la longueur de l'objet en fonction du temps, c'est-à-dire vraiment sa trajectoire en fonction du temps. Ben pour ça, on va faire comme toujours, on va faire plus ou moins la même chose. Donc on a niveau des forces qui s'appliquent à l'objet, j'ai moins, donc j'ai toujours le poids de l'objet qui va être moins mg. Et alors à la question, est-ce que j'ai une autre force qui s'applique? Et ben si je pars du principe qu'il n'y a pas de frottement, qu'il n'y a pas de vent, qu'il n'y a rien d'autre, non, il n'y a pas d'autre chose qui va s'appliquer à cet objet. C'est un peu difficile de vous faire participer comme ça à distance. Je vais, pour les autres exemples, éventuellement que je vous poserai plus de questions, là je vais le faire moi-même et ensuite on verra. En plus, j'aimerais bien, on va voir comment on avance. Ça dépendra, c'est vrai que c'est plus compliqué à ce niveau-là. Voilà, donc du coup là, une fois qu'on a à peu près cette définition de notre problème, et ben, la chose à faire, ce sera tout simplement de d'écrire le principe fondamental de la dynamique. Donc cette fois-ci, ça sert à rien, ça va servir à rien de... Ah, les écrans tactiles. Ça va servir à rien de considérer la composante y, parce qu'elle va rester constante pendant tout le mouvement. Hop. Et donc du coup, je n'ai besoin que d'écrire en fait cette équation seulement pour pour x et z. Donc l'idée est en soi pas très difficile. J'ai l'accélération selon x. Est-ce qu'il y a des forces qui s'appliquent au niveau dans la direction x sur mon objet? Ben, il n'y a rien. Une fois que je l'ai lancé, il n'y a plus rien qui le pousse. Il est simplement soumis à la gravité en fait. Donc là, oui, je pars vraiment du principe que je regarde l'instant où je viens de lâcher l'objet, où l'objet ne touche plus ma main, il n'y a plus aucune force qui s'applique à lui à part la gravité. Et à partir de là, ben, en fait, il n'y a aucune force qui s'applique dans la direction x. Et donc du coup, je peux dire que la masse fois l'accélération selon x est égale à 0. Par contre, comme avant, selon selon z, il va y avoir donc du coup le poids de l'objet moins mg. Et donc du coup, voilà. Donc ça, c'est les deux équations qu'on va devoir résoudre. Donc ça va être pour obtenir la trajectoire de notre objet en fonction du temps. Alors je vais les réécrire ici. Donc on va commencer par la composante x. Donc c'était m à x est égal à 0. Voilà. Et alors, donc du coup, puisque j'ai m à x égale à 0, je peux simplifier la masse et obtenir directement AX est égal à 0, c'est-à-dire que mon objet n'accélère pas en fonction du temps. Donc, si AX est égal à 0, sachant que AX est la dérivée de la vitesse selon x en fonction du temps, je peux réécrire dvx sur dt est égal à 0.
Voilà. Si la dérivée de la vitesse en fonction du temps est égale à 0, si vous reprenez les cours fondamentaux qu'on avait fait sur les... Enfin, c'est pas moi qui les avais fait, mais sur la dérivation, vous obtenez assez rapidement que donc la vitesse en fonction du temps doit être égale à une certaine constante. Cette constante, je vais l'appeler V0x, on va voir ce qu'elle vaut un peu plus tard. Et donc ça, c'est une constante. Je vais essayer d'écrire un peu dans d'autres couleurs, que ce soit un peu moins terne. Hop. Et donc du coup, maintenant, je peux assez rapidement obtenir la trajectoire selon x, toujours en utilisant le même principe, hein. C'est-à-dire j'ai la vitesse en fonction du temps. Donc alors pour donc, ce que je vais faire, c'est hop, donc ça sera pour obtenir la vitesse. Maintenant, pour la trajectoire, donc j'ai la vitesse qui vaut v0x. La vitesse, c'est la dérivée de la position. La position, on va l'appeler x. C'est égal donc à v0x. Voilà. Donc j'ai ma dérivée temporelle de la vitesse, qui est une constante. Et en fait, ça va me dire qu'en fait, la valeur de x en fonction du temps, ce sera donc je cherche une fonction qui, une fois dérivée, va me donner une constante qui s'appelle v0x. Je l'ai, pareil, enfin ça on l'avait fait la dernière fois. Ce sera simplement v0x fois t. Et je peux rajouter une autre constante que je vais appeler x0. Et en fait, on va voir que dans mon cas, x0 est égal à 0. C'est-à-dire que si je reprends, hop, non, pas ça, ça. Si je veux autant t égale 0, je veux que mon objet se trouve donc ici, au niveau du point, là où il y a à une hauteur h, et au niveau de x, il doit être à 0. Et ben du coup, donc ma condition, donc je veux que x à 0 secondes soit égal à 0. Donc, assez rapidement, je me rends compte que x0 est en fait égal à 0. Et donc du coup, j'obtiens de cette manière la valeur de ma position en fonction du temps, qui sera v0x fois t. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a à dire? Ben, en soi, pas grand-chose sur ça. C'est simplement le fait que quand on lance un objet, dans l'axe de lancer, il va avoir une vitesse constante et donc du coup sa position va grandir linéairement dans le temps. Voilà, ça va être un petit peu plus compliqué au niveau de Z. On va faire ça tout de suite. Hop. Donc, et sur l'axe Z, donc cette fois-ci, on avait dit que j'avais m à z est égal à moins mg. Comme la dernière fois, les masses peuvent se simplifier. Il me suffit de diviser par la masse des deux côtés de l'équation et j'obtiens donc du coup assez rapidement juste az égale moins g. De cette manière. On fait encore la même chose. Je pense qu'au bout d'un moment, ne vous en faites pas, la mécanique, après, c'est pas non plus tout le temps ça. Il y a d'autres choses. Mais pour l'instant, c'est à peu près toujours ce même concept. Donc, je remplace l'accélération par sa définition, à savoir la dérivée temporelle de la vitesse. Cette fois-ci, je n'ai pas non plus la dérivée de la vitesse ne vaut pas 0, elle vaut une constante. Et donc, du coup, j'obtiens que la vitesse selon z, en fonction du temps, sera moins g fois t plus une constante que j'ai appelée v0z cette fois-ci. On va trouver les valeurs de v0x et v0z un peu plus tard. Et donc du coup voilà, ça me donne la vitesse en fonction du temps. Donc la vitesse va grandir linéairement avec le temps.
et dans le sens vers le bas, c'est-à-dire que mon objet va accélérer. C'est bien ce qu'on attend de lui quand on est dans le cas d'une cloche comme ça, enfin d'un lancer. On va voir après la trajectoire que ça va donner. Donc voilà, et maintenant on va faire donc du coup toujours la même chose pour trouver la position, c'est-à-dire que la vitesse, je sais que c'est la dérivée de la position dans le temps, c'est-à-dire moins gt plus v0z. Je ne peux pas dire que v0z vaut 0 dans ce cas-là parce que j'ai lancé mon objet et donc du coup je lui ai donné une vitesse initiale. Je sais qu'à un temps 0, je veux que ma vitesse ne soit pas nulle. La dernière fois, c'est ce qu'on avait supposé. On avait supposé que la vitesse à 0 secondes, ou dans le cas de la chute libre, mon objet, je ne faisais que le lâcher. Donc à un temps 0, il avait une vitesse nulle. Là, par contre, mon objet, je m'attends à ce qu'il ait une certaine vitesse dès le départ. Et donc, du coup, je veux en effet qu'à t égale 0, j'ai cette valeur v0. Donc, si vous remplacez t par 0 dans cette équation pour la vitesse, on obtient bien v0z, qui est exactement ce que je voulais. Donc voilà. Maintenant, donc du coup, je cherche. L'objectif, c'est de trouver z de t. Donc du coup, je cherche une fonction qui, lorsque je la dérive par rapport à t, me donne moins gt plus v0z. Alors une fonction, donc ça c'est à peu près comme la dernière fois. C'est-à-dire une fonction qui, lorsque je la dérive, me donne moins gt, c'est, je vais y arriver, moins gt au carré sur 2. Ensuite, une fonction qui, une fois que je la dérive, me donne v0z, c'est v0z fois t. Donc, tout ça, vous pourrez vérifier, hein, il suffit de dériver ça une fois, vous trouverez bien que vous trouvez ça. Et je peux rajouter une nouvelle fois une constante, et cette constante, ce sera la valeur de la hauteur à l'origine, à t égale 0, au tout début de l'expérience, et j'ai appelé cette valeur h, ici. Hop, et donc du coup, bah, c'est ce qui m'a. Donc du coup, je vais faire plus h. Voilà. Donc au final, hop, je vais réécrire les deux choses. Donc on a x en fonction du temps qui vaut v0x t, et z en fonction du temps qui vaut moins g t carré sur 2 plus v0z fois t plus h. Voilà, donc ça, c'est l'équation de la trajectoire d'un lancer. Maintenant, si vous vous souvenez, au tout début, j'avais dit que je lançais avec une vitesse v0, que j'exprime en mètres par seconde, et un certain angle alpha. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est un petit peu de trigonométrie, ce qui va nous permettre de trouver une valeur de v0x et v0z. Donc ça, bon, c'est pas très très intéressant, on va pas se mentir. L'idée en soi est pas très très difficile. Donc je suis dans ce cas-là, où j'ai donc du coup v0 dans une certaine direction, comme ça. Hop. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse du coup, c'est de trouver v0z qui correspond à cette distance-là. Et v0x qui correspond à cette distance-là. Alors bon, je vais faire appel à des souvenirs de trigonométrie qui datent de la 3e pour certains, mais vous n'êtes pas obligé enfin, vous pouvez juste me croire, hein, ça marche aussi très bien. En fait, j'ai v0x qui sera égal à v0 cosinus de l'angle alpha, et v0 z qui sera égal à v0 sinus de l'angle alpha.
Pourquoi est-ce qu'on préfère écrire ça comme ça? Parce que, disons, trouver V0x et V0z, c'est quelque chose d'assez difficile. Alors c'est quand même beaucoup plus simple de juste mesurer avec quelle est la vitesse initiale d'un objet, indépendamment de sa direction, et l'angle avec lequel il a été lancé. Ces deux quantités sont assez simples à avoir. Alors une fois qu'on les connaît, on peut calculer V0x et V0z, mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir plus, lorsqu'on fait ce genre d'expérience, lorsqu'on vraiment on prend une vidéo, par exemple d'un lancer ou ce genre de choses, on a tendance à avoir accès à V0 et l'angle alpha, plutôt qu'à V0x et V0z. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est on remplace V0x et V0z dans les équations au-dessus. Ce qui va me donner x de t égale V0 cosinus alpha fois t, et z de t égale à moins g t carré sur 2 plus V0 sinus alpha t plus h. Voilà, voilà. Alors, à quoi correspond cette trajectoire? On va le voir on va le voir. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on change la fenêtre que je suis en train de partager? Très bien. Bon bah comme ça, c'est une méthode. Alors, donc du coup, bah, c'est le même, j'utilise le même logiciel que la dernière fois. Donc l'idée, c'est qu'on a un graphique interactif où du coup j'ai mon problème, mais écrit à l'ordinateur, donc un peu plus joli. Et on voit ici que j'ai à un instant que j'ai la position de mon objet à un instant t0. Donc là, ma hauteur vaut 1 mètre. Et donc je peux voir la position de l'objet en fonction du temps. Donc là, il a été tiré avec un angle, il me semble, de 30 degrés et une vitesse de 1 mètre par seconde, plus ou moins, dans 2 mètres par seconde, ou 1 mètre, enfin quelque chose comme ça. Et donc du coup, on voit la trajectoire que fait l'objet. Et après, on peut mettre un point sur ce graphique à chaque instant, ce qui va nous donner cette courbe. Donc on voit bien que c'est la courbe que suit l'objet dans le temps. Hop, et donc cette courbe-là, on appelle ça une parabole ou une cloche. Et c'est la trajectoire que va avoir un objet qu'on a lancé avec une certaine vitesse initiale et selon un certain angle. Ce que je peux faire, alors là je ne l'ai pas fait, c'est vrai que j'aurais dû le faire, mais j'ai pas eu le temps de le préparer, je vous le ferai sans doute pour la semaine prochaine. C'est voir un petit peu quel est l'impact si on change la valeur de l'angle et la valeur de la vitesse initiale. L'idée en soi sera pas difficile, je vais vous le dessiner de manière plus ou moins jolie, même moins d'ailleurs. Alors, on retourne à ça. Là. Donc du coup, si je fais le même graphique mais dessiné en grand comme ça, voilà, donc là j'ai Z et là j'ai X. Donc je fais partir mon objet toujours du même endroit, mais cette fois-ci je vais le faire partir avec plusieurs angles et plusieurs vitesses initiales. Donc plus la vitesse initiale sera, plus la flèche sera grande, plus la vitesse initiale sera grande. Donc là on était dans le cas vert, où mon objet va avoir une trajectoire plus ou moins comme ça. Hop. Si je m'attends à le lancer très haut et très loin, enfin très haut, c'est-à-dire prendre un angle alpha assez grand et très loin, je vais m'attendre à avoir une trajectoire donc comme ça. Pour cela, on va essayer de faire ça à peu près bien. Voilà. C'est pas parfait. Et si je lance juste avec donc purement dans la direction X, sans la direction Z,
le cas de la courbe bleue, je vais simplement avoir quelque chose de comme ça. Je peux aussi voir qu'est-ce qui se passe. Je ne vais peut-être pas dessiner en jaune, ce ne sera pas très beau. Je peux aussi voir ce qui se passe si je lance en arrière. Et en fait, mes équations me permettent encore de voir ça. C'est encore possible d'avoir ce cas-là avec les équations. Hop, et donc du coup, bah, ça va juste faire exactement la même courbe, mais dans l'autre sens. En fait, ce qui va se passer au niveau des mathématiques, c'est que le cosinus va devenir négatif. Et donc du coup, la valeur de x va devenir négative. On voit bien du coup qu'on va partir dans l'autre sens. Je ne vais pas le faire, c'est pas non plus très très intéressant. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui concerne la trajectoire d'un lancer. Donc c'est un lancer pour un objet où on a négligé les frottements, donc l'objet n'est que soumis à sa gravité. Je pense que c'est important de le dire parce qu'en réalité les frottements font qu'on a quand même des trajectoires très différentes, comme on va le voir. Et donc voilà, et maintenant on va passer à la mécanique un peu plus difficile peut-être, mais en même temps un peu plus intéressante. C'est-à-dire vraiment des mouvements d'objets plus complexes. Mais pour cela, on va devoir faire une petite digression et repasser un petit peu en mathématiques pour parler d'équations différentielles. Alors c'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu. Et vous vous êtes peut-être dit, oui, c'est quelque chose de très barbare. Au final, je ne peux pas vous donner tort. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez barbare et c'est un sujet très actif de recherche en mathématiques, les équations différentielles, et c'est même un des problèmes du millénaire en mathématiques parce que en physique, en fait, les lois de la physique sont très très souvent des équations différentielles. Et quand je vous dis très très souvent, c'est que en fait, j'ai aucun exemple d'équation qui n'est pas différentielle qui me vient à l'esprit. Donc vraiment, les équations différentielles, c'est le langage fondamental de la physique. Donc c'est-à-dire qu'on prend nos lois de la nature et on les met sous une forme d'équation que je vais vous introduire tout de suite, qui s'appelle les équations différentielles. Et trouver la solution de ces équations nous donne le comportement d'un système physique en fonction du temps, en fonction de l'espace, en fonction de ce que vous voulez. Le problème, c'est que assez rapidement, on est confronté à des équations différentielles qu'on ne sait pas résoudre. Et c'est par exemple le cas des équations de Navier-Stokes. Les équations de Navier-Stokes, c'est les équations de la mécanique des fluides, donc qui décrivent le mouvement des gaz et des liquides, entre autres. Voilà. Et ces équations ont la fâcheuse tendance à ne pas être résolues. C'est-à-dire qu'on ne peut juste pas prendre son papier et son crayon et les résoudre avec des petites opérations mathématiques. Donc du coup, voilà, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples, on va en voir. Il y a des exemples qui sont très simples, qu'on ne peut tout simplement pas résoudre. Et c'est assez malheureux, mais on est quand même capable de faire des choses pour obtenir le mouvement qualitatif d'un système. La première solution consiste à utiliser un ordinateur. C'est une solution qui marche très bien, mais qui est soumise à beaucoup de problèmes malheureusement. Mais c'est ce qu'on fait pour la plupart des choses, en mécanique des fluides entre autres. Et autrement, une autre méthode, enfin, il y a d'autres méthodes qui existent, qui sont beaucoup plus mathématiques, qui ne demandent pas d'ordinateur, qui font qu'on a non pas un comportement quantitatif du mouvement d'un objet, mais juste son comportement qualitatif. Et le comportement en soi qualitatif, c'est-à-dire simplement savoir comment est-ce qu'un objet va bouger dans le temps et ce genre de choses. Parfois, ça nous suffit. Un exemple très simple de système dont on ne connaît pas la solution, c'est le pendule. Alors il existe en réalité des solutions mathématiques vraiment, vraiment pas belles, mais elles ne sont pas intéressantes, sachant qu'en fait on peut juste trouver le comportement d'un pendule, donc qu'on fera la semaine prochaine, le pendule. On peut trouver le comportement d'un pendule sans résoudre les équations de manière particulièrement barbare. On va voir comment faire tout ça la semaine prochaine, très très en surface, parce que ça reste quand même assez complexe. Mais voilà, donc du coup, qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle? Définition, donc là on est vraiment en mathématiques pure, hein. Enfin, je vous dis pure en réalité pas du tout, un mathématicien qui me verrait faire ça
il s'arrachera les yeux. Et donc du coup, une équation différentielle, c'est très simple, c'est une équation dont l'inconnu est une fonction. C'est-à-dire qu'on va oublier un petit peu tout ce qui est les équations algébriques, ou par exemple si je vous donne des équations algébriques, c'est-à-dire des choses du style x carré plus 2x plus 3 égale 0. Ça, c'est une équation algébrique, c'est-à-dire que x va prendre juste une seule valeur. Je vais avoir x égale quelque chose. Bon. Maintenant, ce qu'on va considérer, c'est des équations dont l'inconnu, au lieu d'être juste un nombre, ce sera une fonction. C'est-à-dire que on va avoir une dépendance en quelque chose. Et donc, on appelle ça une équation différentielle parce qu'en fait, ces équations se mettent souvent sous la forme, en fait, relient une fonction à ses dérivés. Par exemple, donc là, ce qui est le plus simple, c'est de considérer quelques exemples. Donc, imaginons qu'on ait y, une fonction de t. Et bien alors, des exemples d'équations différentielles, je peux vous en citer tout un tas. Je peux avoir par exemple dy sur dt égale y. Ça, c'est un exemple d'équation différentielle très très classique et très très basique. Un autre exemple, c'est de vous dire que dy sur dt plus y est égal à la dérivée seconde de y. Donc tout ça, ce sont des équations différentielles. En fait, l'objectif, ça va être de trouver une fonction qui vérifie ses propriétés. Alors, ça peut être parfois assez difficile, malheureusement. Mais donc du coup, hop, je l'écris quand même. Trouver une fonction qui vérifie l'équation. Je vais abréger en EQ. On va faire des exemples, parce que je pense que c'est ce qui est le plus simple pour vraiment bien comprendre ce que c'est qu'une équation différentielle. Donc par exemple, un exemple que je vais vraiment suivre de bout en bout. Si j'arrive à souligner l'exemple, voilà. Je vais considérer l'équation extrêmement simple qui me dit que je cherche une fonction qui soit égale à sa dérivée. Donc, je vais écrire y de t qui est égale à sa dérivée. Une solution est de dire y de t est égal à exponentielle de t. Donc voilà. En effet, on a bien dy sur dt qui vaut la dérivée par rapport au temps de l'exponentielle. Vous savez que la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Donc du coup, j'ai d sur dt de exponentielle est égal à exponentielle, et l'exponentielle, c'est bien égal à y. Donc on voit bien que la fonction exponentielle, si on prend y égale la fonction exponentielle, on a bien dy sur dt qui est égal à y. Voilà, voilà. Donc là, ce que je viens de faire, c'est simplement de vérifier qu'une fonction donnée est la solution d'une équation différentielle.
Je vais vous faire un exemple, par exemple, si ça marche ou ça marche pas. Si je prends y de t est égal à 2t plus 3, alors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer dy sur dt, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de 2t plus 3. La dérivée par rapport au temps de 2t plus 3, c'est 2. Et on voit bien que 2 est tout à fait différent de y de t. Et donc du coup, ce n'est pas une solution. Voilà, voilà. Donc du coup, voilà, il y a des fonctions qui vont être des solutions de cette équation, c'est-à-dire que qui vérifient vraiment l'équation qu'on a donnée, il y a des fonctions pour lesquelles ça ne va pas marcher. Alors, je ne vais pas vous demander de résoudre ce genre d'équation, parce que on n'a pas le temps juste de vous apprendre à faire ça, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Mais par contre, je vais vous demander d'être capable de vérifier qu'une fonction est la solution d'une équation différentielle. Donc on va faire plein d'exemples, là je vais vous donner plein d'exemples, et ensuite vous devrez être plus ou moins capable de le faire. On vous demandera de le faire dans des cas extrêmement simples. Et donc voilà, on va faire quelques autres exemples. Hop, donc là je vais considérer une autre équation qui sera dy sur dt est égal à t, tout simplement. Donc ça c'est une équation qui va être... et donc du coup, sa solution que je vous donne, et qu'en fait vous pouvez retrouver comme on l'a fait avant dans le cours de... Enfin, dans l'exemple de la chute libre et du lancer d'un objet, sa solution sera tout simplement t carré sur 2 plus une constante que je peux... qui dépendra en fait de mon problème. Donc du coup, en effet, lorsque j'obtiens dy sur dt égale t, dans ce cas-là. Enfin, c'est difficile de justifier un truc aussi qui est aussi évident, mais lorsque je dérive t carré plus 2 sur 2, ça me donne 2t sur 2, ça me fait t, plus la dérivée d'une constante, c'est-à-dire 0, et donc du coup j'obtiens bien quelque chose qui est la solution de cette équation. Donc voilà, un exemple avec un S. Hop. On va faire un autre exemple, peut-être un poil plus complexe, qui sera le suivant. dy sur dt est égal à y fois t. Alors là, on a quelque chose d'un peu plus complexe, là où il va vraiment, enfin, le calcul va être un tout petit peu plus long. Donc je vous donne comme toujours la solution. Ce sera exponentielle de... non, c'est pas ça que je veux faire. Exponentielle de moins t au carré sur 2. Je ne sais pas pourquoi je mets un moins, il n'y a pas besoin de moins. C'est un plus. Je vais l'écrire différemment pour que ce soit un peu plus lisible. Exponentielle de t au carré sur 2. Voilà, comme ça. Et donc, comme d'habitude, on vérifie. Donc, je vais calculer dy sur dt.
Alors là, je vais détailler un petit peu plus parce que c'est vrai que c'est quand même une fonction un peu plus difficile. Donc c'est exponentielle de t carré sur 2. Voilà, voilà. Alors, je peux considérer cette fonction comme étant... donc ce que je fais, c'est je pose une fonction que je vais appeler f de t égale à t carré sur 2. Voilà. Lorsque je vais... et donc du coup, je suis dans le cas de la dérivée de l'exponentielle d'une fonction. Et alors, ça, je ne sais pas si Guillaume vous l'a donné en vrai. La formule pour dériver l'exponentielle d'une fonction, ça va être la dérivée de la fonction fois l'exponentielle de la fonction. Voilà, voilà. Donc là, il y a un dans mon cas, ça va me donner donc la dérivée de f, où f c'est t carré sur 2, c'est juste t, fois l'exponentielle de ma fonction, donc t carré sur 2. Exponentielle de t carré sur 2, c'est y. Donc j'obtiens bien y fois t, qui est ce que je voulais. Voilà, voilà. Donc voilà, y fois t, y fois t. Donc je vois bien que la solution, une solution de cette équation, sera y de t égale exponentielle de t au carré sur 2. Voilà, alors, savoir dériver des fonctions aussi complexes, on ne va pas vous le demander. Là, c'était un cas assez particulier. C'est vrai que j'ai pas pris non plus un exemple très simple, mais je voulais avoir un exemple un peu plus complexe parce que c'est vrai que les équations différentielles, on arrive assez rapidement à des choses qui ne sont soit pas résolubles, soit qui sont vraiment très très difficiles à résoudre et dont je ne peux pas imaginer tout simplement la solution à la tête comme ça. Mais ça, c'était vraiment des cas où je pouvais le faire, donc ça pose pas trop de soucis. J'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Donc vous devez être capable, je vais l'écrire parce que c'est assez important. Hop, ce qu'on attend. Ce qu'on attend de vous. Je n'arrive pas à souligner aujourd'hui. Ce qu'on attend de vous, c'est donc de comprendre ce que c'est qu'une équation différentielle, c'est-à-dire une équation qui met en lien les dérivées d'une fonction avec la fonction ou avec autre chose. Par exemple, la loi de Newton est une équation différentielle parce qu'elle met en lien la deuxième dérivée de la position avec la force plus ou moins de fonction là. Donc une équation. Voilà, donc comprendre ce que c'est qu'une équation différentielle et vérifier qu'une fonction est une solution. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques exercices que je corrigerai en début de semaine prochaine. Parce que ça, c'est assez important. Donc vous les faites pas, ça me dérange. Enfin, vous faites vraiment comme vous voulez. Ça dépend de si vous êtes à l'aise ou pas. Mais en fait, ça me permettrait déjà de savoir s'il y a des difficultés là-dessus et s'il faut que je passe un peu plus de temps dessus. Je vous avoue que je ne vois pas trop ce que je peux faire, à part vraiment aller encore plus loin sur la théorie des équations différentielles, mais actuellement, j'en ai pas besoin. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est vous donner donc du coup voilà des exercices. Alors un premier exercice, donc à chaque fois je vais vous donner une équation différentielle et une solution. Donc alors un premier exercice, ce sera dy sur dt est égal à on va dire
je vais y arriver, t au carré fois y, avec donc y de t qui est égal à l'exponentielle de t au cube sur 3. Il me semble que c'est ça. Rapidement, oui, c'est ça. Et alors, je vais vous donner un deuxième exercice qui sera peut-être un petit peu plus complexe, qui sera, faisons ainsi, y, donc une constante fois y, ça sera une constante. Et donc du coup, la solution sera exponentielle de la constante fois t. Voilà. C'est, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Donc voilà, deux petits exercices. J'ai pas besoin qu'on fasse des choses plus compliquées pour aujourd'hui. Du moins pour le reste du cours de mécanique, je pense. Ça devrait. Enfin, je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose de plus compliqué que simplement. Donc, vous voyez, et ça c'est quelque chose qui est selon moi très important de voir, c'est que dès qu'on commence à faire des équations différentielles, on voit des exponentielles arriver partout. Ça vient du fait que l'exponentielle a quand même vraiment cette particularité assez intéressante d'être toujours sa propre dérivée. Et donc du coup, c'est normal quand on fait ce genre d'équation qui relie la dérivée directement à quelque chose fois la fonction, de trouver l'exponentielle, parce que ben, c'est la définition de l'exponentielle et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Par contre, lorsqu'on va commencer à avoir des équations plus complexes comme dy sur dt égale y carré, on va commencer à avoir des fonctions plus, un peu plus difficiles. Et en particulier, on peut en effet faire ce dernier exercice, je pense, qui peut être intéressant. Je vais vous le donner. Donc, exercice un peu plus compliqué. Sans être, selon moi, insurmontable. Donc, l'équation est plus complexe, c'est dy sur dt égale y au carré. Je vais mettre le carré en rouge parce qu'en vrai, c'est incroyable. En fait, ça me permet d'arriver à quelque chose d'assez intéressant sur les équations différentielles. Avec, comme d'habitude, pour solution, donc cette fois-ci, c'est y de t égale moins 1 sur t. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà, donc ça, faudra le. Ça, ce sera intéressant de le faire. Et puis, tiens, je vais vous en donner une autre qui met un lien quand même avec le carré, qui sera dy carré sur dt carré est égal à une constante. Qu'on a fait en fait, hein, sans s'en rendre compte, c'est exactement l'équation qu'on vient de résoudre en mécanique, qu'on a résolu deux fois. Donc c'est si je remplace y par la position, alors la deuxième dérivée temporelle de la position, c'est l'accélération. Si je remplace ma constante c par moins g, donc mon accélération de la pesanteur terrestre, et ben en fait je retrouve bien le cas, l'équation de Newton qu'on a déjà résolue. Donc du coup, c'est pour ça que une solution, ce sera donc c t carré sur 2 plus une certaine constante d plus une autre constante e. Voilà. Donc d et e sont juste des constantes arbitraires, c'est-à-dire que elles peuvent prendre n'importe quelle valeur. Ça ne change pas le fait que dans tous les cas, cette fonction est une solution. Et donc le moyen qu'on a en physique pour trouver la valeur de ce genre de constante,
Techniquement, je pourrais en mettre partout, hein, des constantes comme ça. Genre, techniquement, là, ma fonction, je la multiplie par c. Est-ce que non, ça marchera pas? Non, parce que dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Il faut, bon, dans ce cas-là, ça marche pas, mais dans les cas d'avant, là, ici, je rajoute exponentielle fois une constante ou fois une constante. Ça change absolument rien. Donc, techniquement, il faudrait que je le fasse d'ailleurs, mais je ne vais pas le faire parce que bah, après, ça rend les calculs plus difficiles pour vous, donc autant le faire seulement dans les cas extrêmement simples comme ça. Hop, hop. Mais oui, je pourrais rajouter une multiplication par une constante de cette manière. Il y a toujours une constante qui est censée se balader quelque part, dans ce genre de cas. Oui, alors, petit aparté, en réalité, si je veux mettre la constante dans ce cas-là, c'est moins 1 sur t plus une constante, la véritable solution, mais je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez juste capable de le faire dans ce cas-là. Voilà, voilà. Donc ça, c'était des exercices un peu intéressants, enfin, non, juste calculatoires, où l'objectif, donc, vous prenez les fonctions, vous calculez leurs dérivées, vous remarquez bien si oui ou non, on obtient bien le bon résultat. J'espère ne pas avoir fait d'erreur pour cette partie. Voilà qui met fin à cette petite aparté sur les équations différentielles. On va donc du coup maintenant pouvoir passer à des exercices plus intéressants. Enfin, des exemples plus intéressants, notamment un troisième exemple que j'aime bien, qui est la chute libre avec frottement. Voilà. Alors la chute libre avec frottement, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant parce qu'en fait, il va falloir qu'on soit capable d'imaginer une manière de représenter physiquement et mathématiquement le frottement. Alors le frottement, à quoi ça correspond d'un point de vue purement physique et avec les mains? C'est le fait que lorsqu'on a un objet qui se déplace, donc on va considérer un... Donc imaginons qu'on est dans l'air, hein, tout simplement. Donc là, on est dans une grande cuve avec de l'air, plus on peut appeler ça l'atmosphère terrestre. On a un objet qui bouge. Donc voilà, donc ça c'est un objet qui bouge. Et en fait, le frottement vient du fait que lorsque cet objet va bouger, il va rentrer en collision avec toutes les petites particules de l'air. Donc alors, les particules de l'air, c'est techniquement du dioxygène. Donc, on a un peu de dioxygène partout. Voilà. Bon, en réalité, il y en a des milliards, hein, mais je ne vais pas en dessiner des milliards, il y a des limites. Voilà. Et en fait, en entrant, en bougeant, l'objet va rentrer en collision, par exemple, avec cette petite particule-là. Hop, et du coup, la particule va être expulsée. Et en étant expulsée, en fait, va y avoir un transfert de quantité de mouvement, un transfert d'impulsion. C'est-à-dire un choc, tout simplement. C'est-à-dire que lors du choc, la vitesse de l'objet va être très légèrement modifiée, amoindrie. Et donc du coup, sur une seule particule, c'est tout à fait négligeable. Sur un gaz très dilué, c'est-à-dire enfin à très basse pression, c'est-à-dire où il y a très peu de particules en fait dans le gaz, ça va être un cas assez... enfin, on peut le négliger complètement. Par contre, quand on commence à avoir un gaz comme l'air ou même quelque chose de plus dense comme un liquide même, on ne peut pas se permettre de le négliger. Ou alors si on le néglige, dans le cas de l'air, on le néglige vraiment très peu de temps et pour des objets euh, un peu lourds et assez aérodynamiques. C'est-à-dire ayant une forme de sphère, principalement parce que la sphère c'est assez aérodynamique, hein. Voilà, voilà. Et donc du coup, c'est donc l'origine physique du frottement.
Je vais le noter. Donc du coup, c'est tout simplement les collisions entre l'objet et les particules d'air, tout simplement. Alors, il existe d'autres types de frottements, hein. Par exemple, vous voyez bien que lorsque vous mettez votre main sur la table, vous ne pouvez pas la bouger simplement. Il faut exercer une certaine force quand même pour la décoller, pour la, la faire glisser sur la table. Là, c'est pas l'air qui rentre en compte, c'est le fait que les atomes de la table et les atomes qui constituent votre main interagissent entre eux et sont légèrement attirés dû à la force électromagnétique. Et en particulier à des forces de contact qu'on peut appeler les forces de Van der Waals, ce genre de choses. C'est assez intéressant en soi et ça a énormément d'applications. Ça permet d'expliquer énormément de choses en physique. On ne va pas en parler ici. L'idée qui va être intéressante en mécanique, simplement pour faire une description du frottement, c'est de se rendre compte de plusieurs choses. Premièrement, le frottement est une force, c'est-à-dire que le frottement, techniquement, c'est la somme des forces exercées par toutes les petites molécules de l'air. Et donc du coup, on peut voir ça comme une force dans le sens que ça va vraiment venir freiner l'objet, c'est-à-dire modifier son accélération. Et quelque chose qui modifie l'accélération d'un objet, c'est une force. Jusqu'à Einstein, mais on n'en parlera pas. Mais tout ce qui modifie l'accélération d'un objet, c'est une force. Et donc du coup, nous, en physique, on va dire que le frottement est une force. Voilà, voilà. Maintenant, la question, c'est quelle est l'équation de cette force? À quoi ressemble cette force? Et ben, pour ça, on va faire un modèle un petit peu empirique du frottement. Il y a des moyens de trouver la véritable valeur de la force de frottement à partir d'équations des fluides ou ce genre de choses. On va bien entendu pas faire ça ici parce que c'est vraiment pas le but du cours et en plus c'est pas particulièrement intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement faire une approche un peu intuitive de ce que c'est que le frottement. Et donc l'idée en fait, très simple, ça va être de partir sur plusieurs, euh, plusieurs observations. La première observation va être en soi assez évidente lorsque je vais vous la dire, du moins j'espère. C'est l'observation que le frottement est la force est d'autant plus grande que la vitesse de l'objet est grande. Alors, pourquoi ça? Bon, c'est en soi quelque chose d'assez intuitif, c'est-à-dire que plus vous allez vite, plus le frottement, plus l'air qui lui reste statique, va avoir tendance à vous freiner. C'est dû au fait que plus vous allez vite et plus les collisions avec les molécules vous font perdre de l'énergie, c'est-à-dire vous ralentissent, parce qu'il y a un différentiel, une différence de vitesse entre vous et les petites particules du gaz qui est plus grand. Et donc, lors du choc, vous allez donner une impulsion plus grande à toutes les particules du gaz qui va vous en retrancher d'autant plus d'impulsion. Donc voilà, la force est d'autant plus grande que la vitesse de l'objet est grande. Une autre chose,
une autre observation qui peut paraître en soi assez basique et qui est donc purement empirique, c'est que la force de frottement est dans la direction opposée à la vitesse. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que c'est vrai, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Ça vient du fait que lorsque vous vous déplacez dans une direction, vous sentez bien, enfin, par exemple, on a du vent, c'est compliqué. Quand vous courez, par exemple, vous sentez bien que l'air a tendance à se plaquer contre votre cage thoracique, votre visage et contre vos jambes, enfin, contre la partie avant de votre corps et pas contre la partie arrière. Euh, et donc, ça signifie que vos vêtements qui vont venir se plaquer sur votre peau vont du coup être accélérés vers votre direction, c'est-à-dire en direction inverse à votre vitesse. Donc c'est, enfin, une nouvelle fois, j'ai l'impression de faire un peu d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est important de le dire que voilà, le frottement va venir vous freiner et donc il ne va pas vous accélérer, c'est-à-dire il va exercer une force dans la direction opposée à la vitesse de déplacement de notre objet. On peut, à partir de là, on peut, à partir de ces deux principes, obtenir une formule que moi j'apprécie bien, mais qui n'est pas du tout valable tout le temps, pour le frottement, pour la force de frottement. Donc la force de frottement que je vais appeler FR, dans une certaine direction, on va partir du principe. Donc on va considérer, donc je refais le dessin de la chute libre. Hop. Donc là j'ai mon axe Z, je pars initialement du sol. Hop. Donc là j'ai Z égale 0. Et je pars d'ici, donc en Z égale une certaine hauteur. J'ai un objet là de masse M et qui est de base soumis uniquement à l'attraction de la pesanteur terrestre, c'est-à-dire mg, mais au fur et à mesure que sa vitesse va augmenter, on va écrire les plutôt il va y avoir une autre force dans ce sens-là, parce que l'objet va avoir une vitesse vers le bas, il va avoir tendance à descendre, à tomber, et donc du coup il va y avoir une force qui va cette fois-ci être vers le haut, et qui elle sera donc la force de frottement. Voilà. Et donc maintenant, du coup, la question c'est que vaut cette force de frottement? Alors je vais faire mon bilan des forces d'abord. Donc j'ai la masse fois l'accélération selon Z qui vaut moins mg, donc comme toujours le poids, plus la force de frottement Fr. Hop. Donc, comme d'habitude, le poids, le frottement, et donc ça c'est l'accélération. Bon, je vais pas le remettre. Voilà, voilà. Maintenant, la question, c'est donc du coup, en partant des deux considérations purement empiriques qu'on a fait juste avant, trouvons une valeur de la force de frottement. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire des tests. Essayons frottement égale, bon, je vais la donner en fait, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, la force de frottement est égale à moins V. Voilà. Je vais écrire bien. VZ. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Déjà, lorsque ma vitesse vaut 0, ma force de frottement vaut 0. Ça paraît logique. Lorsque je n'avance pas, je ne ressens pas de frottement de l'air, de la part de l'air. Ensuite, lorsque ma vitesse augmente, plus ma vitesse est grande, plus ma force de frottement est grande.
en négatif, hein. Plus ma force de frottement est négativement grande. On va dire ça comme ça. C'est pas très beau, mais on va dire ça comme ça. Et enfin, le signe moins signifie bien que je suis dans le sens opposé à la vitesse. Si ma vitesse va dans un sens positif, donc si ma vitesse est positive, ma force de frottement, elle sera négative. Et inversement, si ma vitesse est négative, le signe moins va m'assurer que ma force de frottement sera positive. Donc voilà, ça c'est la force de frottement. Elle correspond bien à tout ce qu'on a. Il y a juste un petit truc qui me chagrine avec cette valeur, c'est si on regarde les dimensions, j'ai la dimension de ma force de frottement qui, comme toutes les forces, sera en newton. Je ne vais pas écrire ça comme ça, je vais l'écrire juste en dessous avec les crochets. Donc j'ai une force qui est en newton. Le moins n'a aucune dimension, c'est un moins. La vitesse, elle, par contre, va avoir une certaine dimension, qui sera donc des mètres par seconde. Les newtons et les mètres par seconde, ça marche pas. Donc là, mon équation, en l'état actuel des choses, elle ne fonctionne pas. Il faut que je trouve une autre, il faut que je la modifie. Alors, la modification la plus évidente que je peux faire, c'est multiplier tout ça par un facteur, par une certaine constante. Cette constante, je vais l'appeler gamma. Voilà. Et gamma va du coup avoir comme dimension des kilogrammes par seconde. Parce que de cette manière, lorsque je multiplie des kilogrammes par seconde par des mètres par seconde, j'obtiens des newtons. Donc ça, car donc, le newton, c'est le kilogramme mètre par seconde au carré. Ça, on a vu ça au tout premier cours. C'est pas, enfin, l'idée en soi est pas difficile, c'est-à-dire que une première définition du Newton, qui date vraiment il y a très longtemps, c'était un Newton, c'est la force exercée par un objet d'1 kilo qui tombe d'un mètre de haut. Donc je prends un objet d'1 kilo, je le laisse tomber d'1 mètre de haut, ce qu'il y a en dessous de la chute de l'objet subira une force d'1 newton. Voilà, voilà. Donc ça, c'est d'un mètre pendant une seconde. Donc, bien entendu, je le fais tomber d'un mètre pendant une seconde, l'objet. Enfin, vu qu'il fait 1 kilo, il tombera en une seconde. Bref, voilà. Enfin, je revérifie ça. En vrai, peut-être que je dis n'importe quoi là, je vous avoue. Je revérifierai ça pour la semaine prochaine. Donc voilà, donc là j'ai une description de la force de frottement qui me plaît. Elle a tout ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que plus la vitesse est grande, plus la force de frottement est grande. Elle est dans le sens opposé à la vitesse. Et donc du coup, elle met en évidence une nouvelle quantité qui s'appelle gamma. Et ce gamma, on va l'appeler le coefficient de frottement. Voilà, c'est une quantité qui est intéressante. C'est plus il est grand et plus ma force de frottement sera grande. J'ai pas de valeur à vous donner pour l'air. Il me semble que c'est 10 puissance -3. -3, mais seulement dans des cas très particuliers, parce qu'en fait, il change. Il a tendance à changer. Il dépend de la pression de l'air, il dépend de la forme de l'objet, il dépend d'énormément de choses. Et donc, je ne peux vous donner qu'un ordre de grandeur, c'est-à-dire une valeur approximée. On va ensuite partir. Donc, voilà. Je reviens rapidement sur mon Newton. Plus j'y réfléchis, plus je me rends compte qu'en fait, non, un newton, ce sera la force exercée par un objet de 100 grammes, pas 1 kg, parce que quand il va tomber, il va avoir une accélération de 10
Donc après 1 seconde, il aura parcouru 1 mètre et il fera 100 grammes. Ouais, c'est ça. Donc ouais, le Newton peut être vu comme... en fait, ça vient du fait que l'accélération de la pesanteur, c'est pas 1 mètre par seconde au carré, mais 10 mètres par seconde au carré. Du coup, il faut que je divise par 10 pour obtenir 1 Newton et non pas 10 Newton. Donc, bon, vous n'êtes pas... ça s'est fait très rapidement à la tête, donc whatever. Ce qui est vrai, par contre, c'est que 1 Newton peut être vu comme la force que vous ressentirez si vous faites tomber un objet de, de 100 grammes depuis 1 mètre sur vous. Donc vous ressentirez une force d'environ, enfin de 1 Newton environ, parce qu'en réalité l'accélération de la pesanteur terrestre c'est pas 10 exactement, mais c'est pas très intéressant. Donc voilà. Donc maintenant je peux réécrire ma loi de Newton dans ce cas et obtenir de cette manière la valeur enfin une équation différentielle à résoudre pour obtenir la trajectoire de mon objet en fonction du temps. Alors, faisons ça. Donc, je reprends MAZ égale moins MG plus force de frottement, et je remplace force de frottement par moins gamma VZ. Donc, du coup, j'obtiens MAZ est égal à moins MG moins gamma VZ. Voilà, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une nouvelle page, le réécrire ici. Masse fois l'accélération égale moins le poids moins gamma VZ. Je vais faire un plus joli gamma. Voilà. Maintenant, je vais diviser par les masses. Mais cette fois-ci, on voit bien que le gamma VZ ne correspond, enfin, n'a pas de terme, n'a pas la masse, il n'y a pas la masse dans l'expression de la force de frottement. Donc du coup, lorsque je vais diviser par les masses, je vais obtenir AZ est égal à moins G, comme avant. Mais là, je vais avoir un moins gamma. Mon Dieu. Moins gamma sur M VZ. Voilà. Ce gamma sur M, je vais le renommer d'une autre manière pour que les calculs soient plus simples. On aime bien faire ça en physique. Alpha, qui va avoir les dimensions des secondes moins 1, c'est-à-dire d'une fréquence. En effet, j'ai donc gamma, qui est mon coefficient de frottement, qui a les dimensions de kilogrammes par seconde. Forcément, si je divise des kilogrammes par seconde par des kilogrammes, il me reste juste les par seconde, c'est-à-dire les secondes moins 1, c'est-à-dire une fréquence. On appelle ça, voilà, une fréquence. Donc voilà, et maintenant je vais remplacer AZ par sa dVz sur dt, et je vais donc obtenir dVz sur dt est égal à moins g moins alpha vz. Ça, c'est important, c'est l'équation à résoudre pour obtenir la vitesse en fonction du temps. Alors, comme d'habitude, je vais vous donner la solution et vous devrez vérifier que c'est le cas, que c'est une bonne solution. Dans ce cas-ci, je ne vais pas le faire, parce que par manque de temps, j'aimerais quand même faire des oscillateurs harmoniques avant la fin du cours. Alors, il faut juste que je la retrouve. J'ai fait le calcul plus tôt, mais je ne l'ai pas en tête. Tac, tac, tac. Voilà, c'est ça. Alors, donc ça me donne la solution suivante. Donc c'est Vz en fonction du temps est égal à G divisé par alpha de exponentielle de moins alpha t moins 1.
Voilà, donc ça c'est ma vitesse en fonction du temps. C'est qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Si vous prenez t égale 0, l'exponentielle de 0 vaut 0, enfin vaut 1, et donc on a 1 moins 1 égale 0, et donc du coup on trouve bien que la vitesse à l'instant t égale 0 est nulle. Je vais le noter. On remarque bien que Vz de 0 est égal à 0. On a bien quelque chose qui a les dimensions d'une vitesse, parce que G a les dimensions d'une accélération, c'est-à-dire des mètres par seconde, et on le divise par juste le par seconde, donc il y a des par seconde qui s'en vont, et donc du coup on obtient juste des mètres par seconde, qui est bien une vitesse. Voilà, vous pouvez donc du coup mettre cette solution dans l'équation, la première équation encadrée en rouge, et vous obtiendrez le bon résultat. Normalement, vous verrez que ça marche. Maintenant, on va du coup passer à la suite, à savoir qu'on a la vitesse, on peut obtenir du coup la position en fonction du temps. Et la position peut être obtenue de, du coup, on a dz sur dt qui vaut vz de t qui vaut donc g sur alpha égale exponentielle de moins alpha t moins 1. Alors là, une nouvelle fois, c'est pareil, je vais vous donner le résultat. Je ne vais pas vous demander de trouver une fonction qui, lorsqu'on la dérive, nous donne g sur alpha exponentielle de moins alpha t moins 1, étant des limites. Enfin, je peux pas. Je vous ai probablement, peut-être parmi vous, mais il y en a peut-être parmi vous qui n'ont pas le niveau mathématique nécessaire pour le faire. Mais par contre, j'espère que vous serez capable de vérifier que si on prend z de t est égal à g sur alpha au carré, cette fois-ci, de 1 moins exponentielle de moins alpha t, plus moins g, on va y arriver, moins g sur alpha t plus h, donc h c'est ma hauteur initiale. J'espère que, bon, le calcul va être long, je le ferai peut-être la semaine prochaine si vous me le demandez. Le calcul est long, mais grosso modo, si on dérive cette fonction-là, on obtient la valeur de Vz. Donc G sur alpha exponentielle de moins alpha t moins 1. H, c'est la hauteur initiale. Hop, est-ce que je suis capable de le retrouver? Non, ici, voilà. Non, pas là. Ici, oui. Non, pas ici. Ici, voilà. La hauteur initiale, vous voyez, ici, on a z égale h. Et donc, voilà, c'est donc, en utilisant la théorie des équations différentielles, alors, on est capable de trouver la solution à ce problème assez fondamental qui est la chute libre, dans lequel il y a du frottement. Et en fait, on se rend compte que ici, la vitesse, donc si on fait une petite analyse qualitative de ce résultat, on va écrire en noir. On se rend compte de plusieurs choses qui sont assez intéressantes et auxquelles on pouvait s'attendre. La première, c'est eh bien qu'il y a une vitesse maximale. On appelle ça en physique la vitesse terminale. Cette vitesse terminale que je vais appeler V max, elle vaut G sur alpha. Et on voit ça assez rapidement en fait.
Lorsque t devient très grand, donc quand on attend vraiment un temps assez grand, pas besoin non plus que ce soit non plus gigantesque. En principe, c'est un temps infini, mais il n'y a pas besoin que ce soit gigantesque. L'exponentielle de moins alpha t va devenir 0. Et donc du coup, on va... Il y a un moins. Là. Et donc du coup, si exponentielle de moins alpha t vaut 0, on a 0 moins 1 qui vaut moins 1. Et du coup, il nous reste juste moins g sur alpha. C'est la vitesse terminale. Dans le cas d'une chute libre, comme on peut faire dans les avions, cette vitesse, donc sans parachute, hein, lorsque vous simplement vous sautez d'un avion, cette vitesse est de environ 200 km/h. C'est beaucoup, c'est quand même pas mal. À titre de comparaison, Félix Baumberger, qui a sauté d'une atmosphère quasi existante, donc vraiment d'un endroit où les frottements sont beaucoup plus faibles que lorsqu'on fait des sauts en parachute ou depuis des avions. Il a sauté depuis 40 km d'altitude presque, il me semble 35 ou 36 km. Il a obtenu une vitesse terminale qui était de, il me semble, 10 fois la vitesse du son, c'est-à-dire 10 000. La vitesse du son, c'est 1200 km/h, donc 12 000 km/h. On comprend pourquoi il a tendance à, pourquoi ça fait perdre ça fait perdre connaissance. Il a perdu connaissance lors de la chute, parce que c'est une vitesse tellement forte qu'en fait, il s'est mis à cause de juste le fait que par endroits l'air était un peu plus dense qu'à d'autres endroits, il s'est mis à tourner sur lui-même à des vitesses, enfin une vitesse de rotation très très forte, ce qui a fait que son cerveau a été trop ou trop peu ou beaucoup trop irrigué, enfin approvisionné en sang, ce qui fait qu'il a perdu connaissance. Et donc voilà, donc la vitesse terminale, c'est assez intéressant de se rendre compte de ça. Et ensuite, autre approche assez intéressante que l'on peut faire, lorsque mais ça, je ne vais pas vous demander je ne vais pas vous le montrer mathématiquement. Je vais juste vous demander de l'imaginer, de me croire sur parole. C'est pas très gentil, mais bon, je suis désolé, il faut que je le fasse comme ça. Lorsque alpha est petit, on retrouve le cas sans frottement pour des instants, pour un t petit aussi. C'est-à-dire, il va arriver un moment dans l'expérience où, oui, on ne pourra plus négliger le frottement, où il va y avoir vraiment une déviation entre la solution qu'on a calculée la semaine dernière, où il n'y avait pas de frottement et où l'objet accélérait sans jamais s'arrêter, et, ce cas-là où on a vraiment un frottement. Et donc pour vous montrer cela, je vais reprendre la simulation que j'avais faite la semaine dernière. Donc voilà, elle est... Hop. Voilà, alors c'est pas ça. J'ai pas besoin de me connecter normalement. J'ai pas besoin de sauvegarder non plus. Allez, on va y arriver. Voilà, c'est mieux. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est chute libre. Hop, voilà. Alors voici donc du coup ce que je vous avais montré la semaine dernière. Et donc du coup, on voit les différences. Donc en rose, on a la courbe dans le cas de la chute libre sans frottement. Et en orange, donc la chute libre avec frottement. Donc c'est exactement ce qu'on a calculé aujourd'hui dans un cas très simple. Donc on partait d'une hauteur initiale de 2,5 mètres. Et en fait, on voit bien que jusqu'à grosso modo t égale 1 seconde, les deux courbes sont assez similaires. Mais à partir après, elles deviennent de plus en plus décalées. La courbe rose, qui correspond au cas sans frottement, va continuer à accélérer de plus en plus vite et tomber de plus en plus vite, alors que la courbe jaune semble se stabiliser autour d'une certaine vitesse.
Et donc voilà, c'était ce qui est, donc c'est ce qu'on vient de faire, c'est exactement ce qu'on vient de dire au début. Il n'y a pas de grande différence entre les deux courbes et au final, on commence à voir l'apparition d'une vitesse qu'on appelle la vitesse terminale. Voilà, voilà. On va maintenant aborder assez rapidement, malheureusement, l'un des exemples les plus importants de la physique, à savoir l'oscillateur harmonique. Reprenons. Voilà. Alors, on va voir la semaine prochaine pourquoi est-ce que l'oscillateur harmonique est un exemple aussi si important que ça. Mais aujourd'hui, je vais le traiter comme si c'était un exemple parmi tant d'autres. Et donc, du coup, j'ai ma partie 4, encore un exemple. Après tout, on a des équations qui marchent bien, autant les utiliser. L'oscillateur harmonique. On va... Donc du coup, je vais définir ce que c'est que l'oscillateur harmonique. Alors, je vais considérer un espace complètement vide, c'est-à-dire où il n'y a pas de gravité. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un mur, ici, hop, auquel je vais attacher un ressort. On va essayer de dessiner ça un peu mieux. Auquel je vais attacher une masse, M. Voilà. Donc du coup, voilà, ce que c'est qu'un... On va appeler ça un oscillateur harmonique. Ce qui m'intéresse, non, ça c'est un ressort. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est l'exemple le plus basique que je peux vous donner d'oscillateur harmonique. Alors, on va du coup faire comme d'habitude le bilan des forces qui agissent donc du coup sur cette masse M. Et donc en fait c'est très simple, donc je vais définir mon référentiel par en rouge, en noir, de la façon suivante. Donc je vais dire que à tout moment, la coordonnée z de l'oscillateur est égale à 0. Et ensuite, je vais dire que le 0 se trouve le 0 en x se trouve là où, au niveau de ce que je vais appeler la position d'équilibre, c'est-à-dire la position où le ressort ne tire pas ni ne pousse. C'est-à-dire, un ressort, c'est-à-dire la position qu'a un ressort lorsque vous ne tirez pas dessus ou lorsque vous ne poussez pas dessus. Et je vais donc dire que ça, mon 0 sera ici. C'est-à-dire, je vais par conséquent réécrire un ressort au-dessus pour que ce soit plus lisible. Voilà. Et donc, la position de ma masse M ici, je vais l'appeler X. C'est-à-dire que là, je vais être en X et mon objectif, ça va être de trouver donc le problème, comme d'habitude en mécanique, c'est trouver X de T. Ma position Z ne va pas bouger, mon objet n'est pas soumis à la gravité, on peut imaginer qu'il est sur une table, qu'il ne frotte pas avec la table par exemple. Et donc mon objectif ça va être de trouver la différence, le décalage en fonction du temps de mon objet par rapport au zéro, c'est-à-dire à la position d'équilibre. Donc on imagine que avant le début de l'expérience, je peux tirer par exemple sur le ressort, à t égale 0, à 0 secondes, je vais lâcher le ressort, l'objet avec le ressort, et je vais essayer de trouver un petit peu comment bouge cet objet. Alors donc la force qui s'applique à mon objet, c'est la force qu'exerce le ressort, tout simplement.
Et cette force, on va pas faire d'analyse. On va procéder comme pour la force de frottement pour trouver ce qu'elle vaut. Donc, que vaut la force que je vais appeler FR du ressort? Eh bien, pour ça, du coup, on va se rendre compte qu'on aimerait avoir une force qui soit de la façon suivante. Plus on est loin de la position d'équilibre, c'est-à-dire plus on tire le ressort ou plus on le comprime, ça correspond à plus x est grand ou petit, hein, enfin, plus x est négatif, plus x est positif, plus la force FR doit être grande aussi. Voilà. Eh bien, en fait, rien que ça me suffit comme, enfin, au niveau des directions, juste hein, lorsque x est positif, on veut que la force soit négative. Ça vient du fait que lorsque je tire sur le ressort, j'ai envie que la masse revienne vers le centre. Et de la même manière, lorsque x est négatif, on veut que la force du ressort soit positive cette fois-ci, c'est-à-dire que le ressort va toujours vouloir reprendre sa forme initiale. Et de cette manière, ça signifie que le ressort va se décomprimer si on l'a comprimé, et que si on a tiré sur le ressort va se recomprimer jusqu'à revenir à sa position d'équilibre. Une manière d'obtenir ça, du coup, c'est de dire que la force du ressort est égale à moins une certaine constante fois x. La raison pour laquelle il y a une constante, c'est comme la dernière fois, hein, si je fais une analyse dimensionnelle et je me rends compte que ça ne marche pas. Donc cette fois-ci, pour la force de frottement, on avait quelque chose, donc moins une constante fois v, fois la vitesse. Pour le ressort, on va avoir moins une constante fois x. C'est assez intéressant parce que même si en soi les forces se ressemblent un peu, on peut croire, le résultat, la trajectoire sera complètement différente. On pourrait rajouter une force de frottement, on va pas le faire parce que c'est pas très intéressant. Donc on va rester dans ce cas-là, ici. Voilà, il me reste combien de temps? Il me reste un quart d'heure, ça va me laisser à peu près le temps de dire ce que j'ai envie de dire sur l'oscillateur harmonique. Voilà. Alors, d'abord, essayons de voir en quoi c'est vrai, en quoi les deux hypothèses sont bien vérifiées par cette force. Lorsque x devient grand, forcément, on a la force du ressort qui devient grande. Ça se voit assez rapidement. Si je prends x égale 10 ou x égale 100, on voit bien que la force sera plus grande pour x égale 100 que pour x égale 10. Ensuite, lorsque x est positif, le fait qu'il y ait un moins devant cette force et que k soit une constante positive, je reviendrai sur k plus tard, nous signifie bien que la force du ressort sera négative, et que lorsque x sera négatif, on aura une force du ressort qui sera, elle, positive. Voilà, voilà. Alors, cette expression de la force du ressort, on appelle ça la loi de Hooke. Je ne vais pas le noter. Je pense qu'en fait, on peut la démontrer à partir d'une loi de physique des matériaux qui s'appelle la loi de Hooke. C'est pas très intéressante. Alors, donc du coup, si je écris mon équation, ma loi de Newton,
J'ai donc la masse fois l'accélération de mon ressort selon la composante x, qui est égale à l'unique force qui s'applique sur mon ressort, à savoir la force du ressort. Et la force du ressort, c'est moins kx. Voilà. Je vais réécrire l'accélération comme étant la seconde dérivée de x par rapport au temps, parce que, comme je vous l'avais dit, la vitesse, l'accélération est la dérivée de la vitesse est la dérivée de la position, donc la seconde dérivée de la position, c'est l'accélération. Je divise par m, ça me fait moins k sur m x. Voilà, voilà. Et donc là, j'ai l'équation qui régit le mouvement du ressort. Une solution de ça, c'est donc x de t est égal à une certaine constante fois le cosinus de une certaine valeur oméga t plus phi. Alors, voilà, donc bon, là, je suis bien sympa de vous donner ça, mais qu'est-ce que ça signifie? Hop. Alors, A, c'est ce qu'on appelle l'amplitude de l'oscillation. C'est-à-dire que plus A sera grand, plus ma trajectoire sera grande. Donc ça, c'est l'amplitude de l'oscillation. Oméga, c'est la fréquence d'oscillation. Et phi, c'est ce qu'on appelle la phase. Alors, dans mon cas à moi, je pars du principe que mon oscillateur harmonique, donc ma masse, n'a pas de vitesse initiale. Et en l'absence de vitesse initiale, ma phase est nulle. Elle vaut 0. Donc pas de vitesse initiale. Voilà, voilà. Alors la question qu'on peut se poser déjà, c'est pourquoi est-ce qu'on a un cosinus? Physiquement, à quoi ça va correspondre? Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer la courbe de x en fonction du temps. Et on va se rendre compte un petit peu à quoi ça correspond tout ça. Et on va essayer de discuter de pourquoi est-ce qu'on a une oscillation qui apparaît. Donc ça va faire une trajectoire qui va avoir cette forme, plus ou moins. A correspond, donc, comme je vous l'ai dit, à l'amplitude d'oscillation, c'est-à-dire c'est cette distance-là. Et oméga, c'est la fréquence d'oscillation. C'est-à-dire que oméga, donc on appelle cette partie-là, on reviendra là-dessus quand on fera des cours sur les ondes, parce que ça ressemble quand même fortement à une onde. Donc cette distance-là, on appelle ça la période, c'est-à-dire que c'est le temps qu'il faut pour revenir au point initial du système. Et la fréquence oméga, c'est 2π sur la période. On verra pourquoi pendant les ondes. Pour l'instant, je vais vous demander de l'admettre. On verra pourquoi pendant le cours sur les ondes. Donc voilà. Donc oméga, c'est grosso modo le nombre de fois qu'on a cette oscillation par seconde. Lorsqu'on réfléchit à pourquoi est-ce qu'on a cette oscillation, eh bien en fait c'est un phénomène lié uniquement à l'inertie. C'est-à-dire, je reprends mon dessin de l'oscillateur harmonique. Je vais le dessiner à différents temps.
Je vais le dessiner d'abord à l'instant initial. Je vais le faire très grand. Voilà. Donc ça, ce sera à t égale 0. Maintenant, on va dire que là, je vais dessiner le moment qui correspond au point rouge sur le schéma, où du coup, l'oscillateur, le ressort, va avoir tiré sur la masse et va l'avoir attiré un petit peu vers lui. Donc ça correspond à t égale la période sur 4. Mais tout ça, je ne vais pas détailler, on redétaillera ça pendant les ondes. Ensuite, je vais détailler le point bleu ici, qui correspondra du coup au cas où le ressort s'est comprimé sous l'effet de l'inertie. Donc ça, c'est t égale t sur 2. Ensuite, ici, on a un retour à cet endroit-là, qui correspond à 3t sur 4. Et ensuite, on a un retour à la condition initiale ici, donc, qui correspond du coup au retour à ce passage-là, donc égal à t. Voilà, voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? La masse est attirée inexorablement vers le ressort jusqu'à sa position d'équilibre. Elle acquiert donc de cette manière une vitesse. Lorsqu'on atteint la position d'équilibre, le problème c'est que la masse a encore une vitesse. Elle ne va pas perdre cette vitesse d'un coup. Et donc, sous l'effet de son inertie, elle va continuer à bouger et elle va comprimer le ressort. Le ressort comprimé va exercer une force dans la direction opposée et de cette manière va freiner la masse, puis va la faire repartir dans le sens opposé. Une fois arrivée une nouvelle fois à la position d'équilibre, cette fois-ci la masse va avoir une vitesse dans l'autre sens et elle ne va pas perdre cette vitesse, et donc sous l'effet de l'inertie, le ressort va se rallonger. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai pas de vidéo malheureusement, je vous trouverai une vidéo pour la semaine prochaine. J'ai pas eu beaucoup de temps malheureusement pour préparer ce. Pas pour la semaine prochaine, pour dans 2 semaines. C'est les vacances la semaine prochaine. Pour dans 2 semaines, je vous trouverai une vidéo. Je vais le noter ici. Vidéo en soi, je pense que je peux en trouver une assez rapidement là sur internet. Donc, allons sur YouTube et cherchons oscillateur harmonique. Voilà, alors est-ce que j'ai je veux juste une. Je veux pas le développement mathématique, je veux juste. C'est pas ça qui m'intéresse. Bon, je vais bien trouver une. Je vais bien trouver une vidéo, non? Bon, super. Bon, je chercherai pour la prochaine fois. Je pense qu'il est plus simple. Donc voilà, donc l'idée c'est ça, c'est que on va avoir du coup le ressort qui va attirer la masse, puis qui va la repousser, puis la rattirer, puis la repousser, puis la rattirer. Donc ça c'est un phénomène qu'on appelle un phénomène oscillatoire, dans le sens que en fait ça va se reproduire périodiquement. Comme je vous l'ai dit, on va avoir attirer, repousser, qui vont se mêler petit à petit. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir la présence de ce cosinus. Je ne sais pas si vous avez fait ça lors de la séance de mathématiques, mais le cosinus a cette particularité que c'est une fonction qui oscille. C'est-à-dire qu'elle va revenir à son point de départ dans le temps. Voilà, voilà. C'est ce que j'avais à dire plus ou moins sur l'oscillateur harmonique. Pour l'instant, on va en faire un peu plus la semaine prochaine. Et j'ai pas le temps d'aller vraiment beaucoup dans les détails.
Je vais revenir juste rapidement sur la solution. Donc c'est ça, donc A cosinus oméga t, la phase vaut 0. Quand le temps va augmenter, le cosinus va se mettre à osciller. Et donc du coup, on va avoir la, la solution, donc la trajectoire de l'objet qui va osciller dans le temps. Donc x va devenir grand, puis petit, plus grand, plus petit, avec une certaine amplitude A, qu'on a appelée A dans notre cas. Les conditions initiales nous fixent la valeur de A, c'est-à-dire que si j'ai x qui doit valoir d à, à un temps 0, et ben j'ai A égale D. A, c'est la valeur de la position de x au temps 0. Et oméga, chose que je n'ai pas, que j'ai complètement oublié de préciser, qui est au final assez important, où oméga est égal à k sur m sous racine. Voilà, ça c'était assez important, je l'ai oublié. Donc voilà, donc là vous avez tout ce qu'il faut pour vérifier que cette équation fonctionne. J'ai pas le temps de le faire. Faites-le, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, je le ferai la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais vérifier de toute façon toutes ces choses. On aura beaucoup moins de choses à faire la semaine prochaine, puisque j'aurai juste à parler d'énergie. Et parler un petit peu de deux, trois autres trucs, mais rien de bien difficile. Et du pendule, entre autres, mais le pendule, c'est un oscillateur harmonique. Donc voilà, donc voilà, je vais désactiver ça, puis je vais repasser en webcam pour la fin. Hop, hop, hop. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des questions? Que Arnaud est parti et que enfin, tout le monde est parti en fait. Donc voilà. Non, non, je suis Bon, là, t'inquiète. ah, je te vois plus. Ah, super. Ah oui, Mon en fait, doudou est là la aussi. personne a bugué. L'enregistrement est content, tu couperas la fin. Mais Ouais, le monde ne voulait pas la voir, mais toi si. c'est ça, exactement. Bon, Je suis tes cours. je vais couper l'enregistrement. Ouais, bah du coup, ça va, c'était à peu près